Fidèle au poste, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour Info 7. Info 7 reçoit pour vous un jeune de la dynamique pour la vérité des urnes. Et avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. Jacques Ndala, candidat malheureux, je me permets cette expression parce que c'est ça qui est à la mode, candidat malheureux à la députation nationale et provinciale. Il n'est pas passé, mais il s'est dit que non, pour lui, il était élu, mais bon, c'est la réalité du Congo. Jacques Ndala, très heureuse de vous recevoir. Vous avez créé cette dynamique pour la vérité des urnes, mais nous avons posé la question à nos téléspectateurs, à nos followers, ils nous disent que les Cambodgiens, cette vérité des urnes, vous allez continuer à chercher cette vérité jusque quand? Jusqu'à ce qu'elle sera établie. Paulette, bonsoir, merci. Je vous en prie. Le plaisir est immense pour moi, n'est-ce pas, de vous retrouver avec vous en face. Madame Kimuntu, il faudra dire à vos téléspectateurs et aux nombreux compatriotes congolais que nous sommes dans cette lutte pas pour la démocratie qui va faire plaisir aux yeux. Nous ne sommes pas dans cette lutte pour l'alternance qui va faire semblant de nous faire oublier certains luxes, certains plaisirs. Nous sommes dans cette lutte pour des valeurs républicaines. Et ces valeurs sont assises sur la vérité. Et la vérité, c'est celle que nous déclarons aujourd'hui, la vérité des urnes. Et la vérité des urnes, que nous déclarons, que nous insistons, c'est ce que les Congolais ont choisi pour la première fois un monsieur pour conduire leur destinée. Et c'est donc monsieur Fayulu Madidi Martin qui a été élu à plus de 60%. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de ce pays. Mais la Cour constitutionnelle, vous avez suivi aussi ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Jacques Ndala, il y avait eu les pourcentages que les avocats citaient, soit 60, soit 75, c'était pas aussi fixe comme ça. Les gens ne savaient pas. En fait, il a été élu avec combien aujourd'hui pour qu'il se proclame président? Madame Kimutu, vous êtes journaliste professionnelle. Vous savez qu'en termes d'évaluation des élections, ça va des tendances. Donc, à tous les niveaux, les tendances sont données. Même l'organe qui est censé avoir les élections en proclamant, on ne dit jamais que tel candidat avait tel pourcentage à un moment donné. Non. D'ailleurs, vous allez voir que pour les experts qui font des comptages de voix, vont toujours sur une base de positionnement. Le premier a combien? Dès l'instant où le premier a déjà plus de 51% sur une liste de plus de 20 candidats, qu'est-ce que vous attendez qu'on dise? Le deuxième aura combien? Le troisième aura combien? C'est ça. Et les tendances sont évidemment ceux qui pensent qu'il y avait 57, ceux qui pensent qu'il y avait 65, ceux qui pensent... Ce sont des tendances. Mais nous savons que Martin Fayulu a été élu à plus de 60% pour les élections présidentielles du 30 décembre 2018. Nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs, c'est la mort encore qui a frappé à Goma. Nous, à Congo Web Télévision, c'est d'abord l'importance de l'actualité, c'est la mort de nos compatriotes. En tout cas, cela continue encore à Goma, à l'est de la République. Beaucoup d'internautes m'ont dit de vous poser cette question. Quand est-ce que le président de la République ira enfin à Goma? Parce qu'il avait promis lors de sa campagne présidentielle d'installer son QG à Goma. On attend toujours à Beni, à Goma, soit à l'est de la République en général. Les morts continuent. Nous allons parler aussi de la réaction du ministre de la Communication sortant, Lambert Mende, par rapport aux événements de Sanko. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Ici, 2 coups de balle ont été entendus par les habitants de ce coin de la RDC la nuit du 16 au 17 février 2019. Selon notre source, des personnes non identifiées ont tué 8 personnes, dont 2 corps sont retrouvés aux alentours du parc de Virunga. Contacté par RFI, le maire de Goma dit attendre le rapport de la police qui est sur les traces de ces assaillants. Mouissa Kiese dit également n'est pas déterminé si ces malfrats sont venus de la brousse ou de la cité. Il dit par contre qu'une tenue militaire a été retrouvée sur le lieu du crime. Pour sa part, le responsable de la société civile du Nord Kivu rapporte que selon la Constitution
Constitution de la République démocratique du Congo, aucune autorité provinciale n'a le pouvoir sur l'armée. Seul le pouvoir central peut agir. Étienne Kambale attend que le ministre de la Défense ou le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, puisse agir sur l'armée afin de garantir la sécurité de la population gomatracienne. De leur côté, les habitants de cette partie du Nord Kivu reprochent aux autorités congolaises leur lenteur dans l'intervention de ce genre de situation. Cette attaque intervient alors que l'Institut congolais pour la conservation de la nature vient de relancer le tourisme dans le parc de Virunga après près d'une année de suspension. Exacerbé par les commentaires de toutes parts sur son éventuelle implication dans les troubles constatés ces derniers jours dans le Sankuru, Lambert Mende décide de rompre le silence. Pour le ministre des Médias, actuellement, la situation est calme en dépit de quelques tensions, l'œuvre des jeunes manipulés. Il y a une manipulation qui fait l'objet de poursuites d'ailleurs aujourd'hui au parquet de Lusambo, où 5 personnes ont été mises aux arrêts, qui sont passées aux aveux, avoir distribué soit de la drogue, soit de l'alcool à des jeunes gens pour essayer d'impressionner les grands électeurs que sont les députés provinciaux et m'impressionner moi comme candidat pour un objectif qui consisterait à leur permettre de se passer en fait d'un débat démocratique. Candidat gouverneur, Lambert Mende pointe du doigt ses détracteurs et laisse entendre que ceux-ci se recrutent dans sa famille politique. Comment des gens qui appartiennent à une même majorité peuvent ressentir le besoin de développer des actions d'hostilité envers un camarade qui est choisi par la majorité à laquelle ils appartiennent au cours de réunions tenues le plus démocratiquement du monde et au cours desquelles ils n'ont pas réussi à faire triompher leur point de vue et qui vont se cacher derrière des jeunes qu'ils manipulent. S'agissant de la mission gouvernementale qui séjourne dans cette partie du pays pour apaiser les tensions, Lambert Mende rassure que c'est déjà chose faite, d'autant plus qu'un mot d'ordre a été donné par lui auprès des siens pour que personne ne réponde à une quelconque provocation. Jacques Ndala, si je ne me trompe pas, le candidat à la présidence de l'époque, Martin Fayulu, avait aussi promis d'être à Goma s'il est élu président de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi l'a promis aussi. Mais les habitants de Goma se disent, mais ça tarde, hein, et avec les morts qui continuent. Pour vous, ce n'est qu'une promesse électorale où le président de la République tiendra réellement cette promesse d'aller installer son QG à Goma? Il appartient donc à l'opinion de constater qu'évidemment le président de l'UDPS, depuis qu'il a été choisi par la coalition FCC, de pouvoir jouer le rôle du chef de l'État, toutes les promesses faites, entre autres fermer les cachots, libérer les prisonniers politiques, rien n'a été fait. Et je pense que vous avez vu le président élu, Martin Fayulu, qui avait promis évidemment qu'après son élection, il va installer le camp Kokolo, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque l'état-major des armées devait avoir son siège au niveau des Béni, au front. Et il a fait, malgré qu'il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau de ces élections, il est rentré à Béni, il est passé par Butembo, il est passé par Goma pour rassurer cette population que vous avez fait un choix. Et le choix que vous avez fait, ce n'est pas un choix... lui n'est pas président de la République, Fachi est président de la République, il y a d'autres pesanteurs qui sont là. Donc il n'a pas encore un gouvernement, jusque-là, ils sont dans les tractations. Donc il faut comprendre aussi, il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il puisse réaliser ses promesses. Madame, Fayulu n'est que simple député. Madame, ce que je refuse ici, hein, donc, et ça n'engage que moi, ok? Jusqu'à preuve du contraire, moi je ne reconnais pas monsieur le président de l'UDPS comme président de la République.
Je suis vraiment sincère et je suis clair, je l'ai dit droit, en regardant droit dans les yeux ceux qui me suivent en ce moment. Nous pensons que dans ce pays, il ne faut pas qu'on s'amuse avec le destin d'un peuple. Il ne faut pas qu'on balaye d'un revers de la main un choix d'une nation, des gens qui se mettent autour d'un papier, autour d'un document pour décider sur l'avenir de nos enfants. Mais comment, selon vous... Donc, je pense qu'il y a des responsabilités qu'il faudra rétablir. Il est grand temps que les choses se jouent très très bien pour que nous puissions réparer l'histoire de ce pays. Le pouvoir provincial l'a dit, selon ce reportage, qu'il n'a pas de mainmise sur l'armée nationale. Il faut que l'ordre provienne soit du ministère de la Défense, soit de l'armée, ou encore du chef de l'État qui est le commandant suprême. Donc on attendra la décision du président de la République pour que cette situation s'apaise un peu à l'est de la République. Madame Kimoutou, pourquoi nous traitons des questions aussi sensibles de notre sécurité, de sécurité de notre pays, avec autant de légèreté? Le gouvernement qui était, Kabila qui était là, n'a rien fait pour cette population. Et ce même Kabila aujourd'hui revient avec une majorité au Parlement, parce que c'est elle qui va gérer, n'est-ce pas, les quotidiens, évidemment l'exécutif. Qu'est-ce que vous attendez des concrets? Ils avaient tous les moyens, ils ont tous les moyens. Nous avons un problème ici d'éthique et de déontologie. Nous avons un problème ici de corruption. Nous avons un problème ici de promotion des antivaleurs. Et ça ne va pas s'arrêter parce que le départ est déjà très très fauché. Donc la situation à l'est de la République, selon vous, Jacques Ndala, va perdurer? Tout à fait, parce que la situation continue à perdurer. Il n'y a pas par rapport à la manipulation, au Sankourou, le ministre Lambert Mende l'a dit, c'est l'œuvre des jeunes manipulés. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Lusambo, il y a eu tension, il y a même eu, comment je peux dire, bon, le nom m'échappe, mais ça viendra. Il y a eu quand même des décisions qui ont été prises par rapport à Lusambo, mais le ministre réaffirme que c'est l'œuvre des jeunes manipulés. Je vais choquer les esprits. Je crois que les grands manipulateurs, c'est lui, M. Mende, aujourd'hui, les grands manipulateurs. Les dignes fils de ce coin du pays savent le rôle que ce monsieur a joué, c'est le rôle que ce monsieur joue aujourd'hui. Couvre-feu, ça m'est arrivé. Donc il y a eu couvre-feu à Lusambo, merci. Voilà. Donc voilà. Les grands manipulateurs, c'est lui. Je me pose la question. Monsieur veut devenir aujourd'hui gouverneur de cette province, ok? D'accord, mais quand même Kabila qui, après avoir connu l'échec le plus probant de l'histoire de sa carrière politique, s'est retiré pour jouer un peu le jeu en regardant les autres. Dans le parti de Mende, la Convention des Congolais Unis, il n'y a pas des citoyens compétents. Vous étiez là-dedans aussi. Évidemment. Vous étiez président de la Ligue des jeunes. Cadre. Est-ce qu'il n'y a pas des concitoyens qui sont de ce coin, qui ont des capacités de jouer le rôle du gouverneur, qui peuvent facilement se faire élire gouverneur et que Mende regarde un tout petit peu. Mais il a été parmi les mieux élus, selon la CENI. Lambert Mende a été parmi les mieux élus de la République. Alors, comment on explique ce rejet de la population quand on veut venir alors c'est les combles. Dieu merci, vous venez de le dire vous-même, c'est-à-dire quelqu'un qui était les mieux élus, mais après la population ne veut pas le voir être gouverneur. C'est-à-dire ces gars qu'on aime, qu'on a tellement aimé, qu'on aimerait voir au niveau de l'Assemblée nationale, mais on refuse quand même qu'ils viennent au niveau de la province. Il y a des gens qui le repoussent. C'est ça le problème ici avec Nanga, avec les élections de Nanga. C'est ça la honte même avec ces jeux que Nanga a offert, l'humiliation que Nanga a offert aux yeux de la communauté internationale, de cette population congolaise qui voulait vraiment avoir un changement, qui avait l'opportunité de pouvoir changer les choses à travers ces élections. C'est ça le grand problème. Monsieur Mende doit être humble, comprendre que son époque est révolue et que les gens ont besoin du changement. Les jeunes de Sankourou, même les jeunes de la Convention des Congolais Unis que j'ai encadré à un moment donné, ont besoin d'un nouveau sang, un nouveau leadership. Le retour du tourisme au parc de Virunga, pour vous, Jacques Ndala, ce sera vraiment un bouée de sauvetage, une bouffée d'air pour l'entrée des devises dans notre pays? Parce que le tourisme est vraiment le parent pauvre en République démocratique. Madame Kimoutou, on ne peut pas parler du tourisme, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler d'investissement si on ne sait pas parler de la sécurité de l'homme. Ça doit partir de là. Dès l'instant où ce n'est pas garanti, alors ne verrons pas. Nous espérons que la semaine prochaine, il n'y aura pas de mort à l'est de la République. Chaque fois ouvrir un fossé avec des morts, ça devient vraiment affligeant. Nous allons prendre le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est la visite d'un Congolais de la diaspora, M. Gérard, chez le président de la République. Il est allé rendre visite au président de la République. Je crois qu'ils ont parlé
des investissements, comment investir en République démocratique du Congo. Et nous allons mettre l'accent, notre rédaction a mis l'accent sur les fameux 163 300 $ remboursés par le président de la République. Il a fait sa tournée en Afrique et les reliquats qui sont restés pour la deuxième fois, puisque Kasavubu l'a déjà fait comme président de la République, et c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a refait le même geste, on l'a salué, mais cela a soulevé aussi beaucoup de questions. Combien a-t-il reçu pour qu'il remette 163 300 $? Deuxième reportage, s'il vous plaît. Je tenais à sensibiliser le président qui vient de prendre ses fonctions sur l'importance de la création de l'emploi. C'est-à-dire nous avons un défi très important de créer 5 millions d'emplois dans le pays au cours des 10 prochaines années pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché et en même temps pour le sensibiliser au rôle que peut jouer le secteur privé et l'initiative privée pour apporter des solutions. Que toutes les solutions ne doivent pas dépendre du gouvernement mais aussi dépendre de nous. Et donc j'ai été positivement surpris par son attitude, dans le sens qu'il a une grande sensibilité sociale. Il a lui aussi insisté sur l'importance du privé pour réduire la facture sociale. Il veut absolument voir des solutions pour la santé. Donc ça a été un dialogue très très enrichissant. Mais moi je suis, comme vous dites, Mwana Bwende, je suis né Mwana Chwapa. Et une des raisons pour laquelle, après, j'ai vécu dans presque 10 pays, j'ai eu la chance d'avoir une certaine réussite économique ailleurs, là où à la fois la couleur de ma peau, ma nationalité et mes origines étaient un handicap. Et je me suis dit que si c'est possible de le faire ailleurs, pourquoi est-ce que chez nous on ne peut pas le faire, d'accord? Et m'assurer qu'un enfant aujourd'hui qui naît à Bwende, à Bunia ou ailleurs, ait au moins les mêmes chances que j'ai eu moi, c'est-à-dire à l'époque l'éducation avait encore un certain niveau, d'accord? À l'époque il y avait encore certaines chances de pouvoir s'en sortir. Mais c'est la responsabilité de chaque homme d'affaires qui a réussi ou qui a eu la chance de réussir, de s'assurer que les enfants de demain ont au moins les mêmes chances, si pas plus de chances. Et donc c'est pour essayer de créer cette situation que je suis là. Selon un document de la Banque centrale en date du 19 février dernier, le compte du Trésor public a été crédité d'une somme de 163 300 $ américains venant du président de la République, Félix Tshisekedi. Selon notre source, il s'agit des frais de mission et de représentation de la première tournée du chef de l'État en Afrique, puis son déplacement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les frais de mission et de représentation sont mis à la disposition de l'autorité pour lui permettre d'effectuer une mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, a indiqué notre source. Selon un membre du personnel de la Banque centrale, ces frais sont généralement considérés comme une prime supplémentaire, mais aussi un supplément au maigre salaire de fonctionnaires de l'État. Depuis feu Mobutu, les excédents perçus ne sont jamais reversés dans le compte du Trésor public, a-t-il renchéri. Dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi avait promis une stratégie de lutte contre la corruption sur l'ensemble des rouages de l'administration publique. Ainsi, le 5e président de la République démocratique du Congo marque le coup en reversant 163 300 $ américains au Trésor public. Un acte qui divise le Congolais. Pour certains observateurs, le chef de l'État s'investit comme promis dans la lutte contre la corruption qui, selon lui, détruit la République démocratique du Congo. D'autres, par contre, estiment que ce geste du président congolais ne représente rien à leurs yeux. Jakinda, la lutte contre la corruption, le chef de l'État l'a dit, il a remis 163 300 $ dans les caisses de l'État. Juste à saluer tout de même, sans mauvaise foi, je sais que vous êtes de la Mouka, mais quand même, le président de la République a posé un geste fort, il veut lutter contre la corruption, il a remis, il aurait pu ne pas le faire. Paulette, on ne gère pas la chose publique en offrant des spectacles. Les Congolais attendent énormément. On est tellement pressés et on a comme l'impression, quand on parle du changement, c'est-à-dire on veut vraiment voir les rouges devenir le vert. Et ça, c'est vrai, c'est psychologique.
Franchement, je suis vraiment dans la psychologie quand je dis ça. Les gens entendent que les choses bougent, que le noir devienne clairement le blanc. Avec Martin Fayulu, ça n'a rien. La même chose. Non, non, loin de moi. Martin Fayulu Loin de moi. était président de la République, il serait buté au même problème. Loin de moi d'aller dire, vous savez, quand vous avez l'engouement, quand vous êtes adopté, quand les gens vous ont placé quelque part, ils vous font confiance. Il y a un espoir qui s'installe automatiquement. Ce qui bloque Félix, vous savez, Félix ne mérite pas d'être un président contesté. Soyons sérieux. L'UDPS, le parti cher à Etienne Tshisekedi, ne mérite pas ces pouvoirs-là. Non, non, non. L'UDPS doit avoir un pouvoir de grande valeur, un pouvoir assis sur la légitimité, ancré, avec le peuple qui l'accompagne. C'est ça la différence de ce que nous avons aujourd'hui. De voir Félix, la tête, en fait, quand on dit Félix est président, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire en fait? Le pouvoir, si on veut l'expliquer sur un tableau noir avec une craie blanche, un morceau de craie blanche, ça veut dire qu'il y a un corps. Vous avez la tête qui est le président, c'est vrai, la tête qui réfléchit, qui fait les mouvements. Mais vous avez les bras. Les bras, c'est ça le Parlement. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, les bras. Et les mains, c'est le gouvernement, l'exécutif. Qui a les bras et qui a les mains aujourd'hui? Vous avez les pieds, les jambes, s'il vous plaît. Les jambes, c'est ce qu'on appelle les assemblées provinciales. Et vous avez les pieds qui sont les gouverneurs. Parce que ce sont les exécutifs qui font marcher au niveau de la base. Et Félix est où? Belle image, en tout cas. Belle image. Non, non, allons-y. Et Félix est où? Et qui a les bras? Qui a les mains? Qui a les pieds? Qui a les jambes? Pour vous, je crois que ce geste n'est que du spectacle quand même. Ça, c'est de la mauvaise foi. Je suis quelqu'un de très correct, heureusement. J'ai toujours peur de dire quelque chose pour que ça se retourne contre moi dans un prochain avenir. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est une bassesse, c'est une honte. Je l'ai dit en âme et conscience. Je crois que Félix Tshisekedi Tshilombo, fils de Etienne Tshisekedi, méritait un pouvoir de gloire. D'ailleurs, il n'a pas les pouvoirs, il n'a que les honneurs. Oui, nous parlons de ce geste-là. Il a remis 163 300 $. Qu'est-ce que... Je refuse de partir par là. Il aurait pu ne pas le faire, je le répète. Donc c'est un geste à saluer, Jacques Ndala, s'il vous plaît. Je refuse de partir par la question de savoir combien il a perçu. Je refuse là. Je dis, qu'est-ce que ce geste de retourner l'argent dans la caisse de l'État a à voir avec la corruption? Oui, puisque beaucoup de gens ne le font pas. Depuis Mobutu, les gouverneurs, les ministres, tout le monde ne remet jamais l'argent. C'est un surplus dans les caisses de l'État. Ça, 63 000, c'est peut-être un tronçon de route, c'est peut-être, comme il y a eu la route de Matadi, la route de Matadi qui est touchée, peut-être avec ces 163 000, on peut arranger. Donc, c'est une façon de remettre l'argent dans le circuit de l'État. Le Congolais n'attend pas ça. Mon Dieu. Bon, nous allons parler, Jacques Ndala, vous êtes tellement dur, nous allons parler de la visite de M. Luc Gérard. Il est revenu, vous avez suivi ses propos, il a dit avec sa couleur de peau, avec ses origines, il a eu beaucoup de difficultés, mais il a quand même réussi à émerger là où il est. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas revenir dans sa terre natale et investir? Il est là. Il a tout à fait raison, un Congolais qui est parti, je ne sais pas depuis combien d'années, qui ne connaît pas les réalités du pays, qui ne sait pas ce qui s'est réellement passé et qui revient pensant qu'il y a un changement. Et ça, c'est formidable. Donc, bravo, monsieur, chers concitoyens, bravo. Mais faites très attention avec qui vous allez dealer, avec qui vous allez traiter, parce qu'ici, dans ce pays, il y a un clan, il y a une famille qui s'est tout approprié. Au niveau des investissements, au niveau des entrepreneuriats, au niveau, que ce soit privé ou public, c'est un clan qui s'est approprié ces choses-là. Et ce système existe encore. Il faut faire très très attention. Ce que nous, Congolais, avions souhaité, notre rêve, c'était faire changer les choses. C'était bouger les choses. C'était déraciner ce régime des Kabila pour pouvoir installer, nous insistons, des valeurs. Et aujourd'hui, la personne qui incarne ces valeurs, ce monsieur Fayulu, ça fait mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas imaginer, moi, qu'aujourd'hui, qu'il y ait des investisseurs congolais, avec toutes les réalités que le Congo a connues, tout le monde sait qu'évidemment, ce que c'est fait aujourd'hui, c'est un semblant des changements. Vous pensez que des hommes sérieux, des investisseurs sérieux vont venir dans ce pays? Ah mais non. Ah mais non. Alors là, il faut attendre 5 ans, 6 ans, pour voir évidemment que les choses ont changé. Au moment où nous savons que non, elles n'ont pas du tout changé. C'est ça, c'est l'opprobre que nous nous sommes jetés, nous, peuple congolais. C'est le malheur que nous avons d'avoir eu un jour dans ce pays, ce monsieur pour diriger ce pays. C'est ça notre problème.
Et nous pensons il est important, il est vraiment urgent que le peuple reste campé dans cette position, derrière leur président élu, pour que nous puissions bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Et je suis sûr et certain que les choses vont changer bientôt et nous aurons réellement des investisseurs dans ce pays pour accompagner notre frère qui est arrivé, que nous encourageons d'ailleurs. Tchibala a instauré une nouvelle taxe. Le Premier ministre sortant a installé une nouvelle taxe, vous le savez, dans le secteur minier. Et cela a soulevé beaucoup de remous parce qu'ils sont sortants. Tout ça, et les gens disent, c'est une façon encore pour se taper de l'argent, permettez l'expression. Et nous allons suivre la réaction de Moussoko, M. Moussoko, par rapport à la décision du ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa, par rapport à la consommation de viande. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre officiellement démissionnaire continue de prendre des décisions plus importantes. Le chef du gouvernement, Bruno Tchibala, vient de signer un décret sur une nouvelle taxe minière imposée aux sociétés de ce secteur qui, elle, conteste cette mesure. Laurent Mouzemba, cadre de l'UDPS, dit ne pas comprendre qu'aujourd'hui, ce gouvernement qui est sortant, qui selon lui ne doit gérer que les affaires courantes, puisse prendre la décision d'exiger que des sociétés minières payent une taxe si importante. Pour sa part, le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Mpaparoro, ne s'est pas retenu de réagir à cette décision du Premier ministre. Il pense que le code minier est exhaustif et exclusif sur le secteur minier. Selon lui, tous les régimes fiscaux, régimes douaniers et régimes d'échange sont régis par les codes. Aucune autre taxe, redevance ou impôt ne peut être créée sans passer par le processus législatif, a-t-il souligné. Mais le Premier ministre Bruno Tchibala base sa décision sur un rapport d'une commission interministérielle daté du 13 février 2019 qui qualifie la taxe de simple prélèvement parafiscal. Les concernés, eux, jugent cette taxe d'illégale et exigent son annulation pure et simple. Nous dirons d'emblée que l'alerte a été lancée à partir de l'Union européenne le 19 novembre 2018 et voilà le temps parcouru jusque-là qu'on a pris une décision pour interdire ces produits. Nous pouvons déplorer les retards dans la prise de décision et que nous pouvons aussi demander au même moment l'efficacité dans la prise de décision en ce qui concerne les alertes alimentaires. Dans les mécanismes congolais, ce qu'il faut faire, il faut lancer sur le terrain une équipe d'inspecteurs, qui va regrouper tous les experts du ministère de l'économie, commerce, industrie, les gens de quarantaine, l'agriculture, la santé, des experts qui vont descendre sur le terrain pour tester et déceler les mauvais produits. À ce moment-là, même dans des chambres froides, on va demander qu'on puisse retirer ces produits. Donc il faut une enquête sur le terrain. Nous demandons aux consommateurs de s'abstenir, de ne pas consommer la viande de porc qui proviendrait des Pays-Bas. Parce que ce viande de porc contient des intoxications alimentaires. Jacques Ndala, le Premier ministre Tchibala, a instauré une nouvelle taxe par rapport aux sociétés minières, mais il est Premier ministre sortant. A-t-il le droit de le faire aujourd'hui, en ces moments-ci? Je pense que c'est inopportun. C'est inopportun. Et c'est vrai que notre pays a besoin de profondes réformes. Et il va de soi que des institutions légitimement instaurées puissent mener ces réformes. Pour l'instant, tout ce sont des distractions, mine de rien. On a beaucoup d'autres choses à faire que c'est lancer dans ces genres de choses. Surtout quand on sait qu'on n'a plus le pouvoir. Mais si je me souviens bien, Martin Fayulu aussi, lors de sa campagne, avait promis, je pense, vous allez peut-être me dédire, de revoir ce fameux code minier, non? Mais je l'ai dit. Parce que tous les candidats à la présidence, c'est ça la clé, c'est ça le cœur de la RDC, le secteur minier. Tout le monde parlait de revoir, que ce soit Fachi, que ce soit Lamuka, que ce soit Martin, que ce soit les autres, que ce fameux code minier devait être révisité.
Tout à fait, mais ce n'était pas le centre de l'action de Fayoulou, de la Mouka. La Mouka reconnaît avec les éminents hommes politiques que le Congo, la RDC, c'est un pays de diversité. Mais seulement, j'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction de la question posée, que notre pays avait besoin de réformes à tous les niveaux, de profondes réformes. Parce que tout ce qui se faisait avec le gouvernement de la Kabylie, c'était donc tout tourne autour d'une personne, autour d'une famille, autour des intérêts personnels, l'enrichissement illicite. Donc, c'est-à-dire que pendant les 18 années, il y en a qui se sont tellement enrichis excessivement, il y en a qui sont tellement appauvris, et malheureusement, c'est la majorité des Congolais qui s'est tellement appauvrie. Vous avez suivi aussi la décision du ministre du Commerce, hein, pas peut plus consommer la viande de porc provenant des Pays-Bas. Mais on se pose la question, nous importons tout, jusque même aux viandes de porc dans ce pays. Ça appartient au gouvernement d'empêcher que cette viande arrive. Vous empêchez. Hein, c'est ça. C'est-à-dire l'État a les moyens, a les pouvoirs d'empêcher que cette viande quitte d'abord, quitte le Pays-Bas, que cette viande ne quitte pas à destination de Kinshasa ou de la RDC. Donc c'est là alors qu'il y aura des mécanismes au niveau... Comment est-ce qu'on peut demander aux gens de ne pas consommer la viande si elle est déjà là? Comment savoir que ça provient des Pays-Bas? Comment faire la différence? Avec tous les trafics qu'il y a, on peut enlever dans le carton, mettre... Ce sera compliqué. Comment savoir que cette viande provient des Pays-Bas? Encore de la mauvaise publicité. Encore de la mauvaise communication. L'État a les moyens d'empêcher que cette viande quitte. Ou n'entre dans le territoire. Non, j'ai dit quitter déjà. À ce niveau-là, on empêche que cette viande quitte l'endroit où elle vient pour arriver en RDC. L'État a les moyens de le faire, d'identifier même, et de savoir même quelle entreprise, quelle personne morale ou physique fait. Importe cela. Voilà, cette activité. Donc ce n'est pas à la population de ne pas la consommer. Donc c'est-à-dire que cette viande est déjà là. Et je vois que je l'ai déjà consommée, malheureusement. Vous consommez cette viande de porc? Mais moi je mange tout. Je mange tout ce qui sont sur le marché. Je consomme tout. Malheureusement. Ou heureusement. Et vous pensez que c'est seulement cette viande-là qui a des problèmes? Les côtes de porc que nous avons tous les jours ici. Les cuisses de poulet que nous consommons tous les jours. Les chinchards. Madame, il y a des sérieux problèmes au niveau de la consommation dans ce pays. Aucun secteur n'a été épargné par les délabrements. En plus, on a comme l'impression que tout était fait expressement. On avait l'intention de détruire, de balayer une génération. Et c'est malheureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez mis l'accent sur le fait de balayer toute une génération, mais il y a des gens, on a fait un Facebook Live tout à l'heure, beaucoup de gens disent que vous aussi, vous avez, la jeunesse aujourd'hui n'est pas aussi sainte, parce que Jacqueline Dalle est passée de la CCU à Martin Fayoulou. Donc vous avez fait la transhumance, vous les jeunes, vous êtes toujours là en train de critiquer les vieux, mais vous vous comportez exactement de la même manière. Pourquoi d'abord avoir quitté la CCU de Lambert Mende? Pourquoi? Vous avez suivi Moïse Katumbi pour son argent? Moi je dis les mots tels quels. La question elle est formidablement bien posée. Je pense que la jeunesse, au fait, c'est celle-là. C'est ça la jeunesse, évidemment. L'espoir, la volonté de se rechercher un peu, la jeunesse. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir, je suis en train d'apprendre, je suis où, je saisis quoi, je laisse quoi, je contrôle, qu'est-ce que je peux contrôler, à quel moment je peux m'arrêter, à quel moment je peux me poser quelles questions, à quel moment je peux répondre. C'est ça la jeunesse. Et je crois que moi, j'ai été dans la CCU parce qu'il y avait, je me suis accroché aux valeurs républicaines, le patriotisme que prenait M. Mende. Ses prises de position au niveau des médias. Les anti-impérialismes ou l'anti-impérialisme. Je ne parle pas de ça. Ça, je crois que ce sont des attaques à des partenaires privilégiés. Dans ce monde aujourd'hui où il y a la mondialisation, on ne peut pas parler d'impérialisme. C'est un peu un langage terre à terre pour dénigrer certains et se donner une certaine valeur, même quand on ne l'a pas. Okay. Nous avons le droit et le devoir de nous respecter mutuellement. Et surtout, ça, c'est une grande valeur au niveau de la diplomatie. Reconnaître que l'autre, j'ai besoin de l'autre et qu'à l'autre, je peux donner quelque chose. Et bien sûr, en se positionnant d'une manière... le rapport des forces. Voilà, le rapport des forces. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai soutenu Mende en tant que leader de ce parti politique parce que je pensais que j'avais devant moi un leader, un aîné qui défendait le pays, qui restait dans des valeurs républicaines, qui pensait qu'on ne peut pas marcher sur un Congolais. Et ça, c'était formidable pour moi. Et quand je suis arrivé dedans, j'ai compris qu'évidemment, il avait une vision, mais en vérité, la pratique, ce n'était pas ça. Parce qu'il y a une différence entre aimer son pays et s'aimer soi-même. Il y a une différence entre Jackie qui vient sur un plateau, qui vous offre à boire à vous tous, et Jackie qui dit, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est mon tour.
Donc ça, c'est ça la différence. Est-ce qu'on aime vraiment ce pays? Et vous vous êtes retrouvé dans l'autre camp, dans la Mouka, vous avez retrouvé cette vision là-bas? Je me suis retrouvé dans la Mouka dans l'objectif du changement, dans l'objectif de balayer l'ancien régime, dans l'objectif de les faire partir avec ses antivaleurs. Et le choix était porté sur M. Katumbi, qui est président de Ensemble pour le changement et qui a été empêché, n'est-ce pas, de revenir et postuler. Vous êtes tombé dans les antivaleurs, Jackie, parce que beaucoup de choses ont été dites par rapport à vous, que vous avez... Je me permets de le dire, que vous avez bouffé l'argent, Jackie. C'était ça, l'argent récolté pour Moïse Katumbi. D'ailleurs, c'était ça là où la marmite bouillait, parce que Jackie a pris l'argent, Jackie, c'était ça. Madame Kimoutou, permettez-moi de rigoler. Je vous ai sur ce plateau, je ne vous rate pas. Ouais, vous êtes journaliste, vous savez que si Jackie avait détourné l'argent de Katumbi, Jackie ne serait plus aujourd'hui cadre d'Ensemble pour le changement. Ne fût-ce que par ça, donc je crois qu'il n'y a pas de question à se poser autour de ça. Donc, Jackie Ndala, avec la jeunesse d'Ensemble, a organisé un grand événement, des mobilisations de jeunes autour. Vous avez récolté assez d'argent pour Katumbi? Oui. Vous l'avez remis en main propre? Où est le bordereau? Vous avez voulu que je l'amène sur le plateau ici? Pourquoi pas? Peut-être. Mais je ne savais pas que cette question allait être posée. Comment ça? On se fixe le dimanche prochain, vous êtes d'accord, je l'amène? Vous pouvez même sur les réseaux sociaux me montrer le bordereau. Je crois qu'aujourd'hui, Katumbi est mieux placé pour dire à tous ceux qui ont contribué de leurs 1000 francs, de leurs 500 francs, de leurs 200 francs, qu'il avait reçu les 127 000 $ qui ont été contribuer pour sa caution. On posera la question proche de Katumbi, à Salomon, à lui-même. Peut-être à Salomon Escadella ou à Christian Omwando. Voilà. On posera la question si l'argent est arrivé. Parce qu'il y a une autre question, vous êtes jeune aussi, on y reste. Le tribalisme, Jackie Ndala, permettez-moi de le dire, j'ai avec moi Jackie Ndala, beaucoup de gens m'ont dit de vous poser cette question. Ce n'est pas que nous sommes tribalistes, mais nous voulons lutter contre ces fléaux. Beaucoup vous reprochent de ne pas soutenir votre frère, entre guillemets. Pourquoi? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas mon frère, entre guillemets. Félix Tshilombo. Vous êtes de la même contrée. Du même point. Parlons même langue. Vous parlez la même langue. Nous sommes Louba. Et je crois que de soutenir, d'ailleurs, dans ces conditions-là, serait une forme de tribalisme. C'est-à-dire, parce que je suis Louba, et voilà, quelqu'un, on le prend, on le nomme président de la République par un imposteur qui l'a baptisé d'ailleurs lui-même à un certain moment donné, et moi je me retrouve derrière lui, ça ne passe pas. Je crois qu'ici, nous sommes derrière des valeurs. Félix, c'est mon frère, c'est même un ennemi pour moi, en qui j'ai beaucoup de respect. Je n'ai rien contre lui. Si Félix était président élu aujourd'hui, j'allais le féliciter, l'encourager et le soutenir même. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Vous avez des preuves, c'est trop fort. Mais tout à fait, les preuves. Madame Kimoutou, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même si, bon, à un certain moment donné, on nous considère comme des porcs, comme des bons à rien, mais nous pensons que nous sommes dans ces jeux politiques et nous savons comment les choses se sont passées. Nous allons parler d'ailleurs du meeting de Fayulu. Il est allé dans le Bas-Congo. Dans le Congo central, vous voulez dire? Mon Dieu, dans le Congo central, merci, mais... En tout cas, ne m'en tenez pas rigueur. Bon. En tout cas, il nous faut toujours du temps pour ces nouvelles en tout cas, dénominations pour le Congo central. Il a même été à l'est de la République. Jacques l'avait déjà dit tout à l'heure. Il est allé remercier ses compatriotes qui l'ont voté. Et nous allons parler des sanctions contre les autorités congolaises. Encore une fois, malgré la présence de cet émissaire américain, ici en République démocratique du Congo, les États-Unis ont encore frappé, et pas n'importe quelle personnalité, le président de la CENI, le président de l'Assemblée nationale, des personnalités de la Cour constitutionnelle, donc vraiment les autorités de la République démocratique du Congo. Quelles sont les conséquences de ces énièmes sanctions par rapport à ces personnalités? Nous allons poser cette question à Jackie Ndala. Mais avant tout, nous vous proposons les images. C'est au nom de la vérité des urnes que Martin Fayulu a amorcé une tournée à travers le pays. Celle-ci l'a tout d'abord emmené dans la partie est de la RDC. Après Butembo, Beni, Fayulu était ce lundi à Goma. Comme dans les autres villes du Nord Kivu, l'homme a eu droit à un accueil triomphal. Preuve pour certains que son aura est restée intacte depuis la dernière campagne. Mais pour le candidat président de la coalition Lamuka à la dernière élection présidentielle,
C'est une preuve que, comme lui, cette population exige la vérité des urnes. Nous avons un très beau pays, mais il y a des ennemis de la République. Ils n'aiment pas ce pays. La plupart d'entre eux sont tapis dans les institutions. Ils veulent tuer ce pays. Ils veulent balkaniser ce pays. Ils veulent déstabiliser ce pays. Est-ce que nous allons accepter? Est-ce que vous allez accepter? Nous avons lancé cette campagne de la vérité des urnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette campagne? Vous êtes d'accord avec la vérité des urnes? Nous disons au monde entier, personne ne peut voler la victoire du peuple congolais. Est-ce que vous acceptez le résultat de Nanga? Vous acceptez le résultat de la CENI? L'article 5 de notre Constitution dit ceci: la souveraineté appartient au peuple. Visiblement, Martin Fayulu n'entend pas capituler et se dit déterminé à continuer ce combat parce que, selon lui, la RDC ne doit pas cautionner des arrangements politiques au détriment de l'expression du peuple traduit dans les urnes le 30 décembre dernier et qui, selon lui a donné largement gagnant. Une mauvaise nouvelle vient de frapper à la porte de la République démocratique du Congo. 5 personnalités congolaises viennent d'être sanctionnées par les autorités américaines. Il s'agit de Corneille Nangaa et Norbert Bassiengezi, respectivement président et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont interdits de fouler les sols américains ainsi que leurs membres de famille. Cette décision concerne également Marcelin Moukolo, conseiller du président de la centrale électorale, Oba Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle de la RDC. Selon les autorités américaines, ces personnalités congolaises sont impliquées dans une corruption importante, de violations de droits de l'homme, des abus ou autres atteintes à la démocratie. Ces personnalités ont supervisé des actes de violence à l'encontre des personnes qui exercent leur droit des réunions pacifiques et leur liberté d'expression, indique actualité.cd. Ils agissaient en toute impunité aux dépens du peuple congolais et faisant preuve de mépris flagrant pour les principes démocratiques et des droits de l'homme, précise ce communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique. Jacques Ndala, nous avons suivi les meetings de Martin Fayulu dans la République. Toute première question, est-ce que Martin Fayulu n'est-il pas un peu drogué par cette masse-là? Parce que ça enivre, hein, la masse et tout ça. Il y a des gens qui disent que ça le permet de vivre, de se ressourcer. Il ne peut plus s'en passer de cette population. Est-ce vrai? Bien sûr, il est drogué par cette sympathie, par cet attachement avec cette complicité avec sa population, avec ces gens qui l'ont porté, qui l'ont élevé. Vous savez, c'est ça la différence. Une personne qui a été choisie par une autre, pour être placée là, et celle qui a été choisie par la légitimité, le souverain primaire. C'est ça la différence. Vous savez, le pouvoir, madame, ce n'est pas avoir l'armée, l'argent, le moyen. Le pouvoir, c'est avoir le peuple avec lui. Le pouvoir, c'est avoir la confiance, les attentes, les aspirations d'une population meurtrie, qui pleure, qui regrette, qui murmure aujourd'hui. C'est ça la force de Martin Fayulu. Et ce pouvoir, c'est une dimension au-delà de ce que nous sentons physiquement. Vous vous rappelez, oui, vous vous rappelez, les gens, ils sont dans des débats un peu terre à terre, genre, mais écoutez, celui-là n'a pas d'armée. Mais non, écoutez, Kabila a triché les élections en 2011. Je vais rappeler ça, c'est l'histoire de ce pays. Il n'a pas pu gérer le pays. En 2013, il a convoqué les concertations nationales. Là où il a pris les amis qui venaient du MLC, ainsi de suite. Mais malgré cela, nous sommes arrivés en 2016, le pays n'était pas géré. Ça, c'est un problème. Et c'est ça, c'est le schéma qui est là aujourd'hui. Jacques Ndala, question directe. Est-ce que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et les autres n'ont-ils pas créé un monstre aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui disent et qui l'affirment. Dès que Moïse Katumbi rentre au pays, dès que Jean-Pierre Bemba rentre au pays, Martin Fayulu n'existerait plus. Ah, ça, c'est dans leur tête, évidemment. Martin Fayulu n'a pas autant d'argent que Moïse Katumbi. C'est lui le trésorier. Je venais de vous dire tout à l'heure que le pouvoir, ce n'est pas l'argent.
Ce n'est pas l'argent. Madame, nous sommes africains. Au-delà de l'aspect physique, nous avons l'aspect mystique qui entoure nos réalités. Regardez ce que Martin fait aujourd'hui à travers ses descentes dans les provinces. Regardez la communication. Regardez son retour à Kinshasa. Personne ne pouvait s'imaginer. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a décidé, a ordonné qu'il n'y ait pas de gaz lacrymogène, que les policiers fassent correctement leur travail. Ça participait aussi à cela. Alors vous n'avez pas l'information. Pas zéro mort, rien du tout. Alors là, vous n'avez pas l'information. Comment ça? Ce n'est pas lui qui a ordonné qu'il n'y ait pas de gaz, qu'il y ait des activités, ainsi de suite. C'est la Constitution qui l'a ordonné. Et cette Constitution, c'est lui le garant des institutions. Pas du tout. On n'est pas garant de la Constitution lorsqu'on l'a violé. On n'est pas garant des institutions lorsqu'on a violé la Constitution qui garantit la valeur républicaine de cette institution. C'est le départ qui est mauvais. Ne parlons pas, madame, j'ai comme l'impression qu'on ne comprend pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce pays, ça fait plus de 50 ans. D'ailleurs, moi, je vais vous donner, faire une révélation. Les gens qui disent, Mokimbangu a prophétisé qu'à tel moment, il y aura tel président. Est-ce que vous savez que depuis Lumumba jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu de président de la République? Sur le plan du concept kimbankisme, des valeurs spirituelles, on n'a jamais eu de président de la République, à part Kassavubu. Il y aura un deuxième, il y aura un troisième, il y aura un quatrième qui va développer ce pays. Retenez cette histoire. Nous allons réécrire autrement l'histoire de ce pays. Est-ce que Martin Fayulu n'est-il pas en train de se bercer d'illusions? Je le répète, parce que la réelle politique est là. Il n'est pas président, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est président, qui est le commandant suprême des armées, qui détient, même s'il n'a pas la majorité dans l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales, mais qui est là. Il est là, il est le président. Il a prêté serment, on lui a donné les attributs du pouvoir, il est là. Est-ce que Martin Fayulu n'est-il pas en train de se bercer d'illusions aujourd'hui? J'ai tellement admiré la nuance que vous faites vous-même, pardon, malgré qu'il n'a pas. Donc, Félix Tshisekedi est président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il s'est joué un jeu vrai entre lui et l'ancien président Kabila pour qu'il puisse lui offrir... Ce fameux deal qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler. Je suis en train de répondre à vos questions, si vous me permettez. Voilà. Donc, il y a un deal avec lui et avec l'ancien président qui dit, bon, ok, vous prenez les privilèges, les honneurs, et moi, je garde les pouvoirs. Et c'est ce qui s'est fait. Et pendant ce temps, il y a un monsieur en qui nous insistons, les Congolais ont placé leur confiance. Et réveillons-nous demain matin. Voyons comment les choses vont évoluer. Il a dit aujourd'hui au Congo central, merci à toi, actualité.cd, c'est-à-dire Boujakera coup de chapeau. Je ne cesserai jamais de te remercier. Merci à toi, Israël Moutala, pour les informations. Il a dit qu'on lui a proposé le poste de Premier ministre. Comment ça? Je ne pense pas que c'est dans notre stratégie. La Mouka ne voit pas Martin Premier ministre. La Mouka ne le voit pas là-bas. Franchement, je m'excuse de le dire. Hein, donc, Est-ce que vous êtes dans les organes décisionnels de la Mouka? Parce que si Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba disent « Vas-y, deviens Premier ministre », et ça peut pouvoir en Abisso, il peut décider, Madame il peut accepter. Madame Kimoutou, Martin n'appartient plus à la Mouka. Martin Fayulu n'appartient plus à Katumbi. Martin Fayulu n'appartient plus à Bemba, à Mouzito. Martin Fayulu appartient à la nation congolaise, désormais. Et les propos de Kyungu, le propos de Lutundula, alors vous voulez... Est-ce que cela engage la Mouka? Parce qu'ils ont dit que la Mouka, Lutundula l'a dit clairement, la Mouka n'existe plus. Hein, c'était... comment je peux dire un instant, vous voulez que nous puissions nous attarder dans cette grande émission sur le propos des individus, des personnes? C'est très important parce que les gens disent que déjà que la Mouka n'existe plus. C'est Christophe Lutundula n'est pas n'importe qui dans ce pays. Un grand constitutionnaliste et tout ça, donc ses propos comptent. Kyungu n'est pas n'importe qui, il est baba, il a une voix qui pèse au Katanga. Donc quand Kyungu parle, les gens aussi le suivent. Donc quand ces deux personnalités disent que la Mouka n'existe plus, ils ne font plus partie de la Mouka, est-ce que cela n'a-t-il pas sonné le glas pour la Mouka? Est-ce que la Mouka existera encore aujourd'hui? Et là, immédiatement, je me retrouve dans ma peau de membre d'ensemble. Cadre d'ensemble le changement. Vous avez pris connaissance du communiqué de notre vice-président Lumbi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a clairement dit que les déclarations faites par les individus sont
des propos n'engagent les individus et ensemble reste dans Lamuka. Et Lamuka existe bel et bien. Mais vous avez suivi le président Kabila qui a transformé le FCC en un truc politique hein, aujourd'hui. Est-ce que c'est le même schéma que va emprunter Lamuka, être un regroupement politique cette fois-ci en bonne et due forme? Vous allez aller vers là? Laissez-moi parler un peu de Kabila. Kabila avait la chance historique de toute sa vie et de sa carrière politique de se donner une chance de sortir de ces méandres, de ces tourbillons politiques tête haute. Il n'a pas saisi cette opportunité. Kabila, son entourage s'est moqué de lui à tous les niveaux. Et il le sait. Il y a des gens qui lui ont manipulé, qui lui ont donné des fausses informations. Vous vous rappelez à la veille des élections ici, octobre, novembre, décembre 2018, où il y avait des barrières à Kinshasa, par-ci, par-là, où on empêchait les gens de sortir, on empêchait les gens d'entrer, où il y avait des militaires qui fuyaient des véhicules pour dire, bon, il y a les armées, il y a une rébellion qui se prépare, tout ça pour que le Kabila puisse défalquer des moyens et que les gens puissent détourner les fonds. Ces gens ont manipulé Kabila jusqu'à ce jour. Et Kabila, voilà aujourd'hui, qui leur donne encore l'opportunité de pouvoir se retrouver autour de lui. Ça, ce sont des très mauvais calculs. C'est un très mauvais stratège et qui ne sait même pas aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui pourra lui arriver. Il a échoué et il va continuer à échouer avec des lâches autour de lui. Et parlant de la stratégie de Lamuka, je pense que Lamuka est aujourd'hui une force politique incontournable en RDC et qu'il est important, n'est-ce pas, de nous laisser travailler tranquillement avec les objectifs qui sont les nôtres afin de pouvoir... La vérité des urnes, votre objectif principal. Hein. C'est un péché d'avoir comme sous-bassement la vérité? Les sanctions des États-Unis, encore une fois, est-ce que ça impacte? Eux-mêmes disent que bon, ça n'impacte pas, hein, c'est une façon de mettre la pression sur les proches de Kabila. Est-ce que pour vous, ces sanctions en poids, je ne sais pas moi quoi, c'est un coup d'épée dans l'eau? Eux-mêmes, ils disent que bon, ça n'a pas d'impact, mais les Américains, ce ne sont pas de... C'est un peu les Jack Bauer. C'est un peu le 24 heures chrono. Et l'Américain ne peut pas sanctionner Kimutu si il sait que Kimutu n'a rien à voir avec lui. C'est ça la vérité. Ils savent que ces gens-là ont des comptes à rendre. Ils savent. Et c'est pourquoi on sanctionne. Et Kimutu ne peut pas sanctionner quelqu'un sur qui vous n'avez pas le pouvoir. Vous sanctionnez quelqu'un que vous ne contrôlez pas. S'il vous plaît. Kimutu, madame, vous sanctionnez quelqu'un que vous ne contrôlez pas, ou on est voisins, appartement, vous sanctionnez ma bonne? Martin Fayulu sera-t-il candidat à la députation, puisqu'on a validé hein, son mandat comme candidat à la députation nationale? Va-t-il intégrer l'Assemblée nationale, puisque déjà vers la fin, ici, il avait laissé, hein, il ne prenait même plus ses émoluments et tout ça. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la même chose? Est-ce que vous êtes dans les secrets des dieux? Sera-t-il député, si la loi... il va incarner cette opposition, parce qu'il y en a qui disent que c'est le fils spirituel d'Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez à voir Martin Fayulu aussi bas? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Pourquoi vous ne le voyez pas là où le peuple l'a placé? Il est député national? Non. Martin a été élu à 60% président de ce pays. Madame, non. La loi dit évidemment, il est deuxième. Vital Kamerhe a été deuxième. La loi dit. La loi dit. C'est pas un titre académique, c'est pas un titre honorifique être président dans les élections. La loi dit, je peux être candidat président pour le devenir évidemment au cas où j'ai les suffrages. Et député si le peuple me fait confiance à ce niveau-là. Et quand je suis élu président, soyons sérieux, il y a un suppléant, le premier, qui va siéger au nom du matin. Et c'est cette personne-là qui a battu campagne. Lui va jouer quoi? Le rôle d'opposant, comme l'a été Étienne Tshisekedi Madame Kimutu, pourquoi l'opposant radical et radicalisé. Pourquoi vous ne voulez pas voir Martin là où le peuple congolais l'a installé? Pourquoi pourquoi ça ne passe pas dans votre tête? Essayez de visualiser ça. Appelons ce qui n'existe pas à exister. Ce n'est pas un rêve. Entrez un peu dans la vision que nous avons, nous, de voir Martin gérer ces pays. Nous l'avons fait confiance. Il faut attendre 2023. Nous l'avons fait confiance. Nous l'avons fait confiance. Et c'est Kabila seulement qui n'a pas voulu. Et nous pensons que le peuple est au-dessus de Kabila. Mais il n'a pas accepté ce fameux deal, comme nous entendons par-ci, par-là. Selon certaines indiscrétions, le président Kabila l'aurait appelé. C'est Martin qui n'a pas voulu y aller, selon certaines indiscrétions. Il a été buté à ses positions. Voilà. Si Kabila avait besoin de discuter, d'échanger, honnêtement, avec Martin,
je pense que ça allait aujourd'hui avoir d'autres connotations. Mais il ne l'a pas voulu. Et nous, on ne regrette pas, on assume. Et on laisse le temps jouer son jeu. Voilà. Nous allons parler de la réouverture de la maison Schengen, mesdames et messieurs. Voilà, c'est fait. Fathi l'avait promis lors de la campagne électorale, voilà, et peut-être le retour aussi du diplomate numéro 1 de l'Union européenne, de l'ambassadeur de l'Union européenne ici en République démocratique du Congo, il avait promis. Et le conclave de la diaspora congolaise, vous le savez, hein, le président de la République a dit qu'il n'y aura plus d'exilés, ni politiques ni économiques, les Congolais de l'extérieur rentrent pour développer ce pays. Donc, plus de détails dans ce énième condensé, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est un souhait de plus d'un Congolais qui est une réalité. La maison Schengen sera réouverte dans un bref délai dans la capitale de la RDC. Un accord de sa réouverture a été signé ce vendredi 22 février par l'Union européenne et le gouvernement congolais. Au nom de leurs gouvernements respectifs, François Béa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et Philippe Bronchen, chargé d'affaires ad intérim du Royaume de Belgique, se sont mis d'accord sur quelques dispositions, notamment la réouverture de la maison Schengen sous un autre label. Le document rapporte que l'ambassade de Belgique ouvrira en son sein un guichet spécial de traitement dédié aux officiers congolais détenteurs de passeports diplomatiques. Cet accord souligne que la République démocratique du Congo s'engage à rétablir l'immunité diplomatique sur le bâtiment dédié aux activités de la maison Schengen. En accord avec les ambassades des États membres de l'espace Schengen qui se sont engagés dans la mise en place de la maison Schengen, il est institué un comité de pilotage regroupant les ambassades 6 dans la capitale de la RDC. Ces derniers participent au dispositif commun de délivrance des visas. La maison Schengen va également délivrer directement des visas Schengen aux titulaires des passeports diplomatiques. Ici est de noter que la partie belge s'engage par ailleurs à la reprise des activités consulaires relatives à la réception des demandes de visa Schengen en ayant 10 jours ouvrables qui suivent la formalisation de cet engagement. Nous sommes arrivés, comme le Congolais, ils aiment toujours travailler chacun dans son coin, chacun dans son milieu naturel, chacun veut s'imposer. Nous sommes la race la plus compliquée au monde. La race congolaise, c'est la race la plus compliquée au monde. Tout le monde veut être chef et tout le monde veut être donc celui qui commande. Le Congolais n'aime jamais qu'il soit commandé. Et c'était ça d'ailleurs le problème. Et dès qu'ils ont appris que Tshisekedi est passé président de la République, et voilà, hop, tout le monde a commencé à écrire. Voilà, moi je suis tel, dans tel coin. Mais finalement, il avait une pile de papier. Il fallait pouvoir trouver une solution. C'est laquelle? Allez vous mettre ensemble, discutez parce que vous avez les mêmes problèmes, trouvez le voisin moyen, comment il faut le traiter, et après faites-moi des propositions. Et c'est comme ça que ça marche. Vous y croyez? Oui, moi j'y crois fermement, j'y crois, parce que ça ne change rien. Nous sommes réunis aujourd'hui. Si eux refusent de travailler avec nous parce qu'ils estiment qu'on n'est pas à la hauteur de ce que nous on a proposé comme proposition, mais tant mieux, enfin tant pis. Nous allons travailler, nous allons continuer de travailler. Moi, je suis entrepreneur, résidente, général manager de Saveur et Sucre. Je suis cake designer, je viens de Montréal. Je suis venue innover à Kinshasa. Je fais des gâteaux thématiques, donc des gâteaux avec des formes qui représentent tous les éléments de la nature. Et puis j'ai décidé de venir innover à Kinshasa, être number one du cake design à Kinshasa. Donc j'ai pris le risque il y a 3 ans. Et je suis venu m'installer ici, j'essaye d'introduire le nouveau style de gâteau parce que la plupart des gens ici ne le connaissent pas. Avec son expertise, avec ses connaissances, avec tout ce qu'il a pu acquérir dans le pays d'installation, il est possible que dans leur pays d'origine, ils puissent amener cette nouvelle façon de voir les choses. Je ne dis pas que toute la diaspora est nantie de toute cette expertise et tout ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Je dis dans la grande partie de cette diaspora, il y a moyen que celle-ci puisse contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de ces pays. Jacques Ndala, la maison Schengen, a ouvert ses portes. Votre point de vue, c'est une bataille de gagner? Non, c'est... Pour le président Félix Tshisekedi? Non, c'est une logique. Comment ça? C'est une logique. Il avait promis, non? Il a réalisé ça, il a réalisé. Il avait promis qu'on allait rouvrir la maison Schengen. Je crois qu'à ces niveaux-là, je ne vais pas m'attarder. C'est une logique et il était temps.
et tout le monde a besoin d'avoir le visa pour aller en Europe. Vous savez, commençons par lui, sa famille. Donc, même si les autres avaient fait semblant, ils pensaient ici nous dire que les sanctions de l'Union européenne ne représentaient rien. Mais quand quelqu'un a perdu sa maman, il a été, n'est-ce pas, demandé qu'on lui octroie un visa humanitaire pour aller... Donc, ce sont des choses, des fois, qui vous dites quelque chose. C'est ça les problèmes dans ce pays. On veut faire croire aux gens que non, ça va, on est en costume, cravate, tout se passe bien. Mais après, ce sont des grèves, les médias, des grands médias qu'on estimait des médias, c'était des grands shows, des grands journalistes qui ne se plaignaient pas. Mais après, on se retrouve avec plus de 10 mois des salaires à impayer. C'est ça. C'est ça notre problème. Pourquoi on veut faire semblant? C'est nous qui avons besoin de la maison Schengen pour que nous allions en Europe, nos enfants, nos familles, ainsi de suite. Vous avez parlé, vous avez mis l'accent, moi, ça vient comme ça. Vous avez parlé de journalistes. Mais aujourd'hui, on a eu 2 grands événements en République démocratique, au fait, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le président, l'ex-président Joseph Kabila était à Kingakati. Et le président, Félix-Antoine Tshisekedi, était en train de sillonner la ville. Il est allé... faire zapper. Une marche de santé, c'est un dimanche. Il est allé aux cliniques là où ça a pris fait. Mais nous sommes journalistes, nous regardons beaucoup plus les à côté. Qui compose aujourd'hui la presse présidentielle? Parce qu'à Kingakati, nous avons vu les ténors de la presse congolaise, de la presse quinoise. Je peux me permettre de citer les noms, puisque ça a été publié sur le net. On a vu Christian Lusakweni, on a vu Jean-Marie Kassamba, on a vu Israël Moutala, on a vu Stani Boujakera, on a vu, mon Dieu, les noms m'échappent. Celle de Raga, elle était là, la belle... Kabututu, Karine Kabututu est là. On a même vu celle de Sambé, le nom m'échappe. Popo, Amandine. On a vu... les gens qui font le beau temps, un peu cette crème. Cette crème de la presse congolaise à Kingakati. D'ailleurs, les gens m'ont posé la question, mais Paulette, pourquoi tu n'es pas là? Moi, j'ai dit, moi, je ne suis plus reporter. De toute façon, le reportage, j'en fais plus. Donc, je ne pouvais ne pas être là. Et vu ma liberté de temps, c'est un peu impossible aussi pour moi. Donc, aujourd'hui, qui compose la presse présidentielle? Parce qu'avec le président, on ne sait pas qui est cette presse qui est autour du président de la République. C'est une question que je pose aussi à un ancien des médias. Non, je suis journaliste, attends. Bon, qui compose cette presse présidentielle? C'est un flou artistique aujourd'hui. Non, c'est pas encore composé comme son cabinet ou comme autre chose. Paulette, c'est l'impréparation. Il n'y a pas de réponse à la question. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est l'impréparation. Je crois que c'est un dimanche où un monsieur doit se détendre, se défouler, aller lancer les travaux, c'est ce que j'ai appris, hein, c'est officiel. Hein. C'est dans un mois que ça va prendre fin. Et je ne sais pas quelle presse l'a accompagné. Je crois que c'est l'impréparation. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas qu'on aille trop vite dans les spectacles. Il faut qu'on prenne le temps de se renfermer, de se préparer, à la rigueur même de former des gens. Recycler. Rapidement. Qui fait quoi, comment le faire, quand, avec qui. C'est ça aussi le management, au sommet de l'État. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Non, on réunit les gens, les compétences, l'élite. On discute avec, on échange et on dit désormais, vous jouez tel rôle à tel niveau avec telle personne. On forme des équipes, c'est l'impréparation. Voilà. Et je crois que sur Twitter, on avait écrit une phrase sous l'impulsion du chef de l'État. Et je crois que j'avais écrit à ceux qui sont dans la presse présidentielle aujourd'hui de nous enlever sous l'impulsion. Ça fait cliché, ça nous rappelle le régime de Kabila. Trouver d'autres formules, ça sera un peu agréable. Et si c'est le même régime alors? Bon, ça n'engage que vous. Oui. Voilà. Donc, le retour de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, les gens se plaignent, disent que non, ces gens-là reviennent. Est-ce que c'est pour créer de nouvelles entreprises ou pour prendre les postes existants? Parce qu'il y en a qui sont arrivés en masse. C'est toujours comme ça. Avec l'AFDEL, ça a été comme ça. Avec les Diassadiations en 1997. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Un retour massif des Congolais. On n'est pas contre nos frères qui habitent à l'extérieur. Ils ont une ouverture d'esprit. Ils ont une formation peut-être plus que nous. Ouais.
est-ce que doivent-ils venir ici pour créer des entreprises ou pour prendre ce qui existe déjà? C'est un peu aller vite en besogne. Ils doivent d'abord observer. Mais ils sont déjà là, hein? Beaucoup sont là. Hein? Beaucoup sont là. Je réponds à votre question. Je vous en prie. Ils doivent venir observer, sentir. Qu'est-ce que ça sent aujourd'hui? On est là, qu'est-ce que ça sent? Et sentir même au niveau de la peau. On est où? On est où là? Entendre, écouter. Après, pouvoir se décider. Et j'ai comme l'impression qu'on fait les choses dans la précipitation. On veut qu'on voit que c'est moi, ou je ne sais pas, on vient pour occuper des fonctions politiques dans un régime qui est censé être du changement au service de la population, ou on vient pour se positionner autour d'un ami, d'un frère qui est là et c'est notre tour. Là, maintenant c'est nous. C'est à nous de pouvoir bouffer. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser, madame. Même sur un terrain acheté pour pouvoir construire, vous y allez pour constater, voir le positionnement géographique. Les bornes, ça commence où? Qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que c'est un terrain glissant? Est-ce que c'est un terrain marécagé? Et ici, il faut un immeuble de combien de niveaux? Est-ce qu'il faut un parking ici? Est-ce qu'il faut un marché? Cette étude-là, on l'a fait avant de pouvoir se décider, placer son capital. Je crois que ça va commencer par cela. Humblement. Humblement. Voilà. L'avant-dernier papier, mesdames et messieurs, l'avant-dernier condensé, nous allons parler des mouvements de grève en République démocratique du Congo. Il y a eu, en tout cas depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, en tout cas la levée de boucliers, des mouvements de grève par-ci par-là, et même aujourd'hui, le numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a carrément dit qu'il a aussi des arriérés. Hein, on ne lui a pas donné sa part de rétrocession. Donc lui aussi a des arriérés, donc il n'a pas pu faire son travail parce qu'il ne recevait pas l'argent. Il a dit carrément aujourd'hui. Et nous allons parler des préliminaires dans le secteur de l'éducation, des préliminaires des examens d'État pour les autodidactes. Mais tout simplement l'impatience des travailleurs. Donc les grèves ne sont même, il ne faut pas les lier avec l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Non, ce sont des gens qui réclament les arriérés de salaire qui datent d'avant lui. Et donc quand il est là, la vie continue. Donc ils sont dans les réclamations générales. Peut-être que vous n'avez pas le temps de suivre ça avant. Les grèves sont toujours permanentes à l'ONATRA, à l'OCPT, même à l'assonance. Quand ils sont arrivés à ce nombre de mois de paiement, les gens manifestent toujours, ils écrivent. Mais c'est à cause du fait que les autorités faisaient toujours la sourde oreille. Et peut-être qu'avec l'arrivée du président Tshisekedi, les gens se sentent un peu libérés et ils en profitent pour essayer d'exprimer leur ras-le-bol. Donc ça se justifie du fait que les gens sont impayés depuis des mois et je crois que c'est de leur droit. Donc ça, il ne faut pas faire un lien avec l'arrivée du président Antoine Félix Tshisekedi. Complexe scolaire Kimbuta dans la commune de Kassavobo, nouvellement réhabilité, est l'un des 5 centres de la capitale retenus pour la passation de l'examen préliminaire des autodidactes. Ici, la ministre provinciale de l'Éducation a pu évaluer les conditions de déroulement de cette épreuve. Un échantillon largement suffisant pour se faire une idée du déroulement de cet examen dans le reste de Kinshasa. Je voudrais féliciter les autorités provinciales qui ont choisi ce centre pour nous permettre d'apprécier, d'évaluer comment se déroulent les épreuves des préliminaires dans la ville de Kinshasa. Il y a 5 centres ouverts. Contrairement aux habitudes, on en ouvre un par province éducationnelle. Aujourd'hui, dans la Tchangou, nous avons 2 centres qui sont ouverts de manière à permettre aux candidats de ne pas effectuer de trop grandes distances. Nous avons les statistiques qui correspondent plus ou moins aux statistiques de l'année dernière, 2452 contre 2550 l'année dernière. De l'âge des autodidactes, Thérèse Olenga reste assez dubitative.
Pour celui qui commence à être autodidacte à 15 ans, je voudrais approfondir la question. Je me dis, à 15 ans, on ne se présente pas comme autodidacte. On suit un cursus normal. On a encore la possibilité d'être dans une école et pouvoir se présenter comme tout le monde à la session normale. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pris son histoire, mais c'est peut-être une occasion pour moi pour interpeller davantage les parents. C'est l'occasion d'envoyer les enfants tous en âge de scolarité à l'école. Je voudrais saluer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui annonce la gratuité de l'éducation. Quant à la participation de la femme et de la jeune fille, elle est estimée à 1088, soit 47%. Jacques Ndala, nous avons suivi la ministre Thérèse Olinga. 15 ans en tant qu'autodidacte, c'est la faute aux parents ou comment une telle liberté? À 15 ans, on peut suivre un cursus normal. Vous savez, monter, il en ressort quelque chose. Madame Olinga, que je salue d'ailleurs, que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, sa gestion l'a rattrapée à la fin. Sauf fait, elle la responsable de tout ça. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle a un cas comme ça devant elle, d'abord en tant que responsable politique, responsable scientifique, parce que c'est elle qui s'occupe de l'éducation au niveau de la ville de Kinshasa, et parent. Et là, elle est confuse. Hein. Gratuité, le président l'a promis, faisable cette fois-ci? Si on met tout en place pour que cette gratuité soit enfin effective? Démagogie. Encore? Oui, démagogie. Pourquoi? On ne peut pas parler de gratuité d'enseignement dans notre pays dès l'instant où l'État n'a pas la même mise sur toutes les écoles. L'État a combien d'écoles? L'État congolais, le gouvernement congolais a combien d'écoles? Vous pouvez les citer? À Kinshasa? À Gombe? Ce sont les églises conventionnées catholiques qui sont considérées comme des écoles publiques. Et ce n'est pas vrai. Ce sont des églises qui gèrent leurs écoles. Et l'Église, à un moment donné, décide de payer son enseignant. Et même les frais de fonctionnement qui viennent du gouvernement ne sont pas conséquents. Je pense que celui qui a dit cette histoire, qui a dit qu'il y aura gratuité d'enseignement, devait commencer par nous définir son budget pour l'éducation nationale, dans un premier temps. L'effet de bouclier, les mouvements de grève en République démocratique du Congo, Jacques Ndala, les gens se posent la question, depuis tout ce temps-là, ils étaient où? Mais ils étaient silencieux là et Fachi arrive, tout le monde se lève, Sounas, NCC, ONATRA, tout ça, et même les journalistes et les 50, TVS, ils étaient où tous? Ils vivaient dans la tyrannie, ils avaient peur de manifester. Cette fois-ci, c'est la liberté qui est là. Non, non, cette fois-ci, c'est ce qu'on veut voir à quoi ça ressemble, même si on n'aura pas de solution. Il y a une entreprise, j'étais malheureux d'apprendre que... On a quand même sanctionné, hein, celui de... Non, mais attends. Pour le transport public, là. Sanctionner, c'est... Madame, pourquoi on a l'intention de croire que sanctionner, c'est une décision nécessairement négative? Non, il y a la sanction positive qui existe. Il faut vraiment qu'on soit sérieux dans la prise des décisions. Il y a la sanction négative qui existe, il y a la sanction positive qui existe. Quand on sanctionne quelqu'un négativement, pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une commission d'enquête pour établir les responsabilités? Et après, quand on a sanctionné, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a après comme garantie que les choses iront pour le mieux? Qu'est-ce qu'on a placé comme garde-fou pour protéger l'employé et l'employeur? Ce sont ces questions. On ne conduit pas un État comme si on était en train de un jeu de dames. On devait déplacer les pions à gauche, à droite. Il faut une certaine éthique. Et ça, c'est très important. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par des constats. Hein. Notre rédaction, notre télévision est descendue pour constater un peu les dégâts causés par la pluie de ce jeudi vers la route de Matadi. C'est vraiment impressionnant. 5 maisons sont parties comme ça. Et le président de la République est d'ailleurs passé ce dimanche pour voir un peu, parce que c'est vraiment une route stratégique, une route vraiment cruciale pour la République démocratique du Congo. C'est la seule route d'ailleurs qui mène vers Matadi, le port
vers le Congo central. Donc le président est allé là-bas et a rassuré que d'ici un mois, les travaux seront terminés. Et l'état de délabrement de la route, toujours au Congo central, entre Boma et Mwanda. C'est justement la pluie qui a causé cela. Et à part ça aussi, vous allez remarquer en face de l'église, il y a un monsieur qui est en train de construire. Alors avant la pluie, il avait jeté les pierres, les grosses pierres qui étaient justement au niveau des caniveaux. Et lorsque la pluie a commencé, l'eau n'arrivait pas bien à couler. Et l'eau directement a pris la direction de l'église, de l'avenue de l'église. Alors la route est vraiment difficile. Alors les gens ont du mal de passer. Des difficultés énormes puisque vous voyez vous-même, il n'y a plus de transport, ça handicape les gens et puis il y a des maisons qui sont écroulées. Ça nous fait mal, très mal. Puisque vous voyez, c'est la route numéro 1, la route qui vient de Matadi. Nous demandons qu'ils viennent vite, rapidement, disons, nous refaire tout ça et puis voilà. Avec les petits caniveaux comme ça, est-ce qu'une route principale de Kinshasa jusqu'à la frontière de l'Angola, c'est impossible? Aux autorités de la ville de Kinshasa de bien pouvoir et prendre des mesures efficaces pour arranger cela. Sinon vraiment, c'est un désastre pour tout le monde. Il y a quelque part un blocage. Ça bloque vraiment, ça freine les activités économiques qui peuvent s'exercer ici. Il n'y a pas eu de mort jusqu'à présent. On n'a pas vécu un décès jusqu'à présent. Donc aujourd'hui encore, on est en train de voir que la pluie pourrait tomber encore et ça pourrait encore faire des problèmes sérieux. Les camions marchandises en provenance de l'Angola vers Cabinda empruntent cette route indispensable pour le pays, car c'est par elle que la ville de Boma est alimentée en pétrole, poisson et certains produits agricoles provenant du secteur de Mwanda. Les ravitaillements, tout ce qui leur donne là-bas, ça passe par chez nous et ils prennent la route de Boma, Mwanda. Mwanda, Yema, ils entrent à Cabinda. Après avoir déposé les histoires, ils reviennent par même route numéro 1 pour entrer à Luanda. Nous avons la compagnie pétrolière à Mwanda. Mwanda est la route nationale numéro 1. Mais Talanzela Mali. Sa dégradation serait occasionnée selon les usagers par la fausse manœuvre des Chinois, avec qui l'État congolais a signé un contrat d'exécution des travaux. Et ça faute ya Chinois, fabatika ndenge salaki. Batondi si bazui ba mabele o ya glissa, ya on batondi selection na ba potopoto eleki. Ba tracteur on a bati on était étiquette tout le monde mo sala ba osala. Conséquence, les responsables de camions préfèrent le garer au moment de la pluie, ce qui favorise la flambée des prix de denrées de première nécessité sur le marché. Les usagers de cette artère attendent que le régime actuel prenne en compte sa réhabilitation. Cette route Boma-Mwanda est d'une importance capitale sur le plan économique. La prise en compte de sa réhabilitation sera bénéfique pour la population de ce coin de la République. Jacqueline Dalla, votre réaction à chaud quand vous voyez de telles images? Non, ce sont des signes qui montrent même la nature n'est pas avec ceux qui sont en train de vouloir faire semblant de gérer les pays. Mais cette route a été faite sous Kabila et ne mettez pas tout sous le dos de Fachi. Le pauvre n'a fait que Est-ce que j'ai parlé de lui, moi? C'est lui qui gère aujourd'hui. Non, j'ai dit, même la nature n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait aujourd'hui contre le peuple congolais. Ah, contre le peuple congolais. Ok. Merci de cette précision. Ouais. Mais comment cette route peut être aussi abîmée comme ça? Parce que ça a été réhabilité il n'y a pas longtemps, la route. Non, c'est pour dire que tout ce qui s'est fait, et tout ce qui est en train de se faire, rien n'est fait au sérieux. Rien n'est fait. Rien n'est fait pour que ça reste pour les générations à venir. On n'est pas en train de construire une histoire. On n'est pas en train de placer des bases pour une histoire avec honneur pour ce grand peuple au cœur du continent africain. On n'est pas en train de placer des choses, des jalons. Voilà, des jalons pour qu'on ait un État fort, un État puissant dans les jours à venir. On n'est pas dans ça. On est dans le plaisir personnel, on est dans les honneurs, on est dans les privilèges, on est encore dans ça. On n'a pas encore pris conscience que ce pays
c'est d'ici que doit partir l'Afrique et le monde. Et la jeunesse aujourd'hui, quel est le message que Jacques Ndala, en tant que jeune, lance à cette jeunesse? Parce que la jeunesse, l'avenir ne commence pas demain, comme on dit, l'avenir c'est aujourd'hui. Donc quel est le message de Jacques Ndala? Et nous allons nous dire au revoir. Jacques Ndala, d'abord, je pars par le fait que nous sommes... je suis initiateur et maître penseur d'un mouvement citoyen. Beaucoup vous accusent d'être impoli. Hein. Moi, je le dis parce que j'assume, je le prends. J'assume. Vous êtes trop impoli, vous êtes trop impétueux, vous insultez les gens à tout bout de champ. J'assume. C'est ça les valeurs de la jeunesse congolaise? J'assume et je prends ça comme un compliment. Pourquoi? Parce que si vous ne m'insultez pas, je ne vous insulte pas. C'est ça la différence avec moi. Je suis quelqu'un, j'ai dit aux gens, si je peux répondre à votre question. Je suis quelqu'un qu'on traite d'être mal éduqué. Voilà, vraiment mal éduqué, hein, okay. Poli. Moi, je ne lâche pas les mots. Hein. Au moins j'ai reçu une éducation qui n'a pas été bonne. Mais il y en a qui n'ont pas reçu l'éducation. C'est ça la différence avec moi. J'en ai reçu qui est mauvaise et j'assume. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là de recevoir même la mauvaise. Alors, à la jeunesse, il est grand temps de prendre conscience. Il ne faudra pas que la vérité dérange. Il ne faudra pas que la franchise vous amène à dire qu'on est impoli, on est mal éduqué. Il faudra que la vérité reste vraie et que la détermination que nous avons pour voir les choses changer reste ferme. C'est ça la constance. C'est ça la fierté même d'appartenir à cette nation. C'est ça la fierté même d'être parmi les acteurs et non les spectateurs. Participer, dire ce qu'on pense librement. Dans cette émission, du début à la fin, est-ce que vous avez senti des propos injurieux sortant de mes pensées? Je ne pense pas. Mais à chacun d'interpréter ce qu'il veut. Je voulais ici saluer un héros qui est parti après être humilié par le régime de Kabila. Je pense à Mbota Gizenga. Je pense à tous ces héros, commençant par celui de notre époque. Nous avons célébré une année depuis qu'il est parti, qu'il a été assassiné. Nous demandons justice pour aussi. Ce sont des jeunes, Kapangala, Thérèse, Hussein, qui ont été assassinés. Pas parce qu'ils étaient dans la rue en train de marcher, parce qu'ils étaient quelque part, dans l'église, devant les temples, en train de prier, en train de rendre grâce à leur Dieu. Ils ont reçu balle. Et les gens qui les ont assassinés sont là aujourd'hui et ils sont encore très très forts. Nous réclamons la justice et la justice, ce n'est pas le règlement des comptes. Je ne vais pas terminer cette émission, Jacques Ndala, sans vous poser cette question. Vous avez suivi les mesures du CESAC par rapport aux journalistes qui sont devenus députés, mais qui prestent toujours comme journalistes. Le CESAC a levé l'option, c'est fini. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aussi une sorte de... Comment je peux dire Mon Dieu, le mot m'échappe. Parce que les autres professions, et ils se disent que les autres professions exercent toujours. Un médecin qui devient député exerce toujours la médecine. Un juriste qui devient député reste toujours avocat. Je ne sais pas pourquoi les journalistes qui deviennent députés, on leur interdit le droit d'exercer leur métier. Il appartient à ces journalistes, parce qu'ils sont maintenant représentants du peuple, législateurs, de mettre une loi en place, de mettre des mécanismes pour se protéger et protéger cette profession. Mais c'est ça qu'a raison de je ne pense pas. Il faut d'ailleurs, c'est quoi le rôle du CESAC? Le CESAC gère les journalistes ou il gère les structures de médias par rapport à la consommation? C'est ça la différence. On est journaliste, on est humain, on est personnel de médias. Mais dans ce que nous faisons, il y a les contenus, ce que nous servons, ce que nous avons comme menu, que nous présentons à nos consommateurs. Est-ce que le CESAC est dans ça ou il nous gère nous? Mais c'est vous qui présentez ces menus, c'est vous qui présentez. Quand les cuisiniers préparent mal, mais c'est la bouffe qui n'est pas bonne. Hein? Tout à fait. Mais il y a celui qui gère les cuisiniers et celui qui gère le mets qui est sur la table. C'est deux choses différentes. Il faut commencer par définir ces choses-là. Parce que dans ce pays, en tout cas, il y a du méli-mélo. Parce que vous connaissez le rôle du ministre des Médias aujourd'hui? Vous connaissez ce que la loi dit sur l'union de la presse congolaise? Et quel est le rôle du CESAC? On en a trois là. On essaie de réglementer tout ça. Merci donc à Jacques Ndala d'être passé à la barre. Merci donc, président de la Dynamique pour la Vérité. Non, membre. Membre. Qui est le président? Non, on n'a pas le président. Vous avez une sorte Dynamique des leaders pour la vérité des urnes. Merci beaucoup. Donc, membre de Dynamique pour la... Dynamique des leaders
Pour la vérité des urnes. Des leaders, merci. Voilà. Dynamique des leaders pour la vérité des urnes, d'être passé à la barre, l'expression est consacrée. Donc, je profite donc de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Kizenga. Le patriarche Kizenga s'en est allé à plus de 90 ans. Je crois qu'il a eu le temps d'écrire son histoire. Merci à vous, le patriarche Kizenga. Et je crois qu'il est allé rejoindre notre grand patriarche Yvon Kimpiob. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir passé en tout cas plus de 80 ans sur Terre. C'est une grâce. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec un réel plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.